another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 57 du journal de bord. Aujourd'hui on a commencé par 2 heures de physique. 2 heures de physique où on a continué le chapitre sur la propagation des ondes. On a revu la corde de Meld qu'on avait déjà vu l'an dernier. Et en fait, sur quoi on va se baser, surtout en expérience pour la propagation des ondes à une dimension, ça va être majoritairement le câble coaxial. Donc le câble coaxial, pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est ce que vous avez en TP d'ELEC. En gros, c'est ce qui relie ce qu'il y a comme prise pour le GBF pour l'oscillo. En gros, ça se présente comment? Ça se présente un espèce de tube en métal, un tube fin en métal, et autour il y a une sorte d'autre tube mais creux, genre une espèce de paroi cylindrique en soi, et entre les deux il y a de l'isolant. Et en fait, comment c'est fait du coup le GBF par exemple, ça va être représenté, on a le GBF, donc la source de courant, enfin la source de tension, pardon, la source de tension avec la résistance interne, donc 50 ohms pour le GBF. Et puis après, du coup, en fait, la masse va être reliée à la partie extérieure, donc c'est l'espèce de cylindre creux là, l'espèce, on dirait c'est genre un film en fer qu'on a enroulé, enfin voilà, c'est pour l'image en gros. C'est pas un cylindre et tout, c'est vraiment la partie extérieure. Donc ça, c'est relié à la masse. Et puis le milieu, c'est là qu'il y a le courant qui circule en gros. Et du coup, on va étudier les ondes sur cet axe, sur ce câble, du coup, le câble coaxial. Et puis aussi la corde vibrante, donc typiquement corde de Meld par exemple, comment ça fonctionne. C'est une corde normale. Au bout, donc il y a une poulie qui tourne. Ça va sur la poulie, ça descend. Au bout, il y a une masse, un poids dont on connaît la masse, quoi. Et donc, pour faire une force de tension, si on suppose la poulie parfaite. Et de l'autre côté, il y a un vibreur. Donc, vibreur, ça veut dire qu'il va alterner comme ça, verticalement. Et du coup, comment ça va marcher? Du coup, ça va bouger comme ça. Et en fait, on a des lois. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, en fait, vous allez démontrer que, en fait, suivant la fréquence, celle-là, la fréquence du vibreur, ça va avoir plus ou moins des aspects différents. Souvent, on voit ça avec une lampe stroboscopique. C'est en fait une lampe stroboscopique. C'est une lampe qui émet un flash de lumière à un intervalle donné. Et quand tu mets en fait la fréquence en même temps, la fréquence vibratoire en même temps que la fréquence de lumière, tu remarques que des fois, ça fait n'importe quoi. Et puis à d'autres moments, tu regardes que en fait ta corde, quand tu veux faire des flashs à des endroits précis, ça va faire, par exemple, je fais un truc comme ça, la corde un peu comme ça, et en fait, à la même fréquence, donc aux mêmes intervalles de temps, ça va toujours être à la même position. Donc en gros, tu te dis que voilà, ça bouge, mais ça reste à cette fréquence-là en gros. Parce que je sais pas, genre si c'est 10 fois par seconde tu mets un flash, 10 fois par seconde c'est au même endroit, tu te dis peut-être 10 fois par seconde ça bouge, et puis 10 fois par seconde ça va au même endroit. Et en fait, on voit qu'il y a certaines fréquences, et par exemple pour la fréquence, la première fréquence en gros, où ça fait juste un arc comme ça fait un arc comme ça, et puis après ça, entre guillemets, ça baisse, et puis ça revient dans l'autre sens, et puis après ça remonte, etc. Et du coup ça remonte à la bonne période, à la même fréquence, quoi. Et en fait, quand tu multiplies par exemple la fréquence par 2, au lieu d'avoir un arc, donc en gros la moitié d'une onde, parce qu'une onde, c'est une partie, il y a la partie du dessus et la partie en dessous, donc au lieu d'avoir la moitié de la longueur d'onde, quand tu multiplies la fréquence par 2, tu vas avoir le truc complet. Par 3, tu vas voir ça monte, ça descend, ça monte. Par 4, tu comprends, ça va être comme ça, et en gros tu vas avoir, si tu multiplies par n, tu vas avoir n sur 2 longueur d'onde au final. Et donc c'est plutôt intéressant, on voit ça à un endroit. Donc en fait les parties où entre guillemets ça bouge pas. Par exemple tu vois quand ça faisait comme ça, la partie là au milieu où entre guillemets ça croisait l'axe, tu regardes que tu vas être à plein d'instants, c'est comme ça, et puis après ça va être un peu plus atténué, et puis après ça va aller dans l'autre sens, etc. Et en fait le point au milieu il va jamais bouger. Quand tu te mets à une certaine fréquence, il va jamais bouger. Et en fait ça s'appelle un nœud de vibration. Et aux endroits extrêmes, là où ça bouge le plus, ça s'appelle des ventres. Des ventres de vibration. Voilà, c'est une notion que vous allez voir. Donc du coup c'est là-dessus qu'on base la plupart des exemples du cours de propagation des ondes à une dimension.
Ensuite, cours de maths, il nous a donné le prochain chapitre, donc on a commencé, c'est les espaces préversiens réels. On a aussi revu la définition des produits scalaires, on a vu des produits scalaires entre guillemets usuels, par exemple le produit scalaire au vecteur de dimension n par exemple, si on a un vecteur x qui s'appelle, enfin le vecteur x c'est x1, x2, x3, x4 jusqu'à xn et l'autre y c'est y1, y2, y3, y4 jusqu'à yn, où à chaque fois y, c'est les coordonnées de y et pareil pour x, et puis x et y c'est les vecteurs, faut pas confondre vecteurs et coordonnées. Et bien le produit scalaire usuel sur le vecteur, x scalaire y, entre guillemets, ça va être la somme des xi, yi. Donc ça va être x1, y1, plus x2, y2, plus x3, y3, etc. etc. Donc ça c'est le produit scalaire sur le vecteur. Celui sur les fonctions, par exemple si tu as f et g, bah, ça va être l'intégrale de f fois g, enfin de f de t fois g de t dt. Pour les matrices, par exemple, le produit scalaire de A et de B, ça va être la trace de transposé de A fois B. Pour les polynômes, ça va être l'intégrale des P de T, Q de T et dt, etc. Donc on a vu pas mal comme ça. Et puis voilà, ensuite, ça c'était le cours de maths. L'après-midi, 2 heures TP de physique, pardon, TP de physique. On a fait un TP sur le déphasage en gros avec plusieurs ampli-op. On a vu comment modifier le gain avec la phase. Il y avait toute une partie théorique, en fait ça prenait beaucoup trop de temps et du coup on l'a pas fait en TP parce que faute de temps. Mais le prof lui-même nous a dit de pas le faire, il a dit que c'est pas l'objet du TP, il vaut mieux faire la manip et les conclusions et on verra après pour les expériences. Enfin pour la théorique. Et après j'ai fini par 2 heures de maths où on a corrigé, enfin on n'a pas corrigé d'exo, il nous a donné la feuille sur les exos, TD semaine 12, déjà 12 semaines. Je veux pas dire que ça passe vite quand même, mais ça passe, on voit bien que ça passe. Et donc on a fait des exos et on a vu par exemple, c'était la limite lorsque x tend vers 0 de l'intégrale aux bornes, c'était leur x et 2x d'une fonction. On voyait comment s'en sortir en gros. Et en fait, on a vu un truc, voilà, je vous donne la technique, lorsque tu vois pas trop comment ça marche, par exemple ta fonction elle n'est pas intégrale sur R, par exemple. Tu vois qu'elle est continue mais pas intégrable, ou je sais pas quoi, par exemple en plus l'infini c'est équivalent à 1 sur t, qui n'est pas intégrable, et tu sais pas comment faire. Et dans ce cas, tu poses. On utilise le premier théorème fondamental des prépas. Je vous ferai peut-être un jour un épisode sur les théorèmes fondamentaux des prépas où je vous listerai. Bah, il y a un théorème fondamental des prépas, le premier, qui dit que ce que j'ai, c'est ce que je veux, plus ce que j'ai moins ce que je veux. En gros, A égale B plus A moins B. On est d'accord. En gros, ça fait que si tu as F, qui n'est pas intégrable, mais tu arrives à prouver que F, par exemple, je sais pas, tu vois que c'était équivalent à 1 sur T. Bah F moins 1 sur T, si avec un peu de chance c'est intégrable, tu dis que F, c'est 1 sur T, plus F moins 1 sur T. Là, tu as toujours l'équivalence. Et bien le truc là, ce sera intégrable, tu poses ton intégrale entre x et 2x par exemple, bah, l'intégrale de x à 2x de 1 sur x, ça va être ln de 2. Tu vois, c'est ln de t évalué en x et en 2x, donc ça fait ln de 2x moins ln de x, ça fait ln de 2x sur x, donc ln de 2. Et l'autre, f de t moins t, bah, si avec un peu de chance c'est intégrable, tu as vu que le truc n'était pas du tout intégrable, tu as décomposé en 2 morceaux grâce au premier théorème fondamental des prépas, et tu as vu que, bah, au final, tu arrives à t'en sortir, parce qu'avec un peu de chance, peut-être que ton truc à la fin il va tendre vers 0. Peut-être. Peut-être qu'il va tendre vers autre chose, mais qu'il va simplifier ou autre, et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'arrange. Donc on a fait pas mal d'exos là-dessus, et puis voilà, et puis au final après on a fini la journée. Demain, 4 heures de maths le matin, on a un exercice sur la feuille à faire, on en a 3 autres à faire pour jeudi. L'après-midi, école de chimie, donc je vais bien bosser la chimie, là, parce que les binaires, pour l'instant, je suis pas prêt. Les diagrammes binaires, liquide solide. Et puis après 2 heures TDDSI, donc on va corriger des exercices, et puis après j'aurai fini à 17 h. Et puis après, bah, sans doute, je révisais pour le DS de SI et le DS de français que j'aurai à la fin de la semaine.
Sur ce, je m'attarde pas plus, je vous dis à la prochaine, à plus.